Quand on est sportif, vouloir changer de régime alimentaire n'est pas un choix à prendre à la légère. En effet, l'alimentation joue un rôle majeur dans l'amélioration de nos performances, de notre récupération, mais surtout, elle est indispensable à notre bien-être et à notre équilibre. Donc si je change subitement mes habitudes alimentaires, mon corps risque très vite d'être perturbé et ça peut avoir des conséquences sur ma digestion, mon sommeil ou encore mon humeur. On peut avoir tendance à penser que pour devenir végétarien, il suffit d'éliminer de son assiette les protéines issues de la chair animale, les remplacer par plus de garnitures et le tour est joué. Malheureusement, pour être en bonne santé, notre corps a besoin d'un équilibre alimentaire optimal qui répond au mieux à nos différents besoins en matière de calcium, de fer, de vitamines et autres nutriments hyper importants. Évidemment, beaucoup d'athlètes sont très motivés à l'idée d'améliorer leur alimentation et moi le premier. Et vous le savez, quand on est motivé, on a souvent envie de s'y mettre à fond tout de suite sans vraiment prendre le temps de bien se renseigner et de se poser les bonnes questions. Quels sont mes besoins nutritionnels ? Mon corps est-il bien en mesure d'assimiler les protéines végétales et autres nutriments ? Ou encore, quel est mon besoin en fer ? Toutes les réponses à ces questions, je les trouverai pas sur Internet ou sur Instagram, car elles sont propres à chacun. Alors si je veux être performant et réussir cette expérience, je dois tout faire pour me renseigner au mieux afin de préparer mon corps à ce changement. J'ai donc décidé de me faire accompagner par une diététicienne spécialisée dans le sport et le végétarisme. Il s'agit de Tiffany Varenne et je compte sur elle pour répondre à toutes mes questions et m'aider à construire mon nouveau plan nutritionnel indispensable à la réussite de mon marathon. Initialement, j'avais prévu de lui rendre visite à son cabinet à Nantes. Malheureusement, les grèves de ce début d'année ne m'ont pas permis de prendre le train pour aller lui rendre visite. Heureusement, elle donne des consultations à distance par Skype. Bon, c'est pas l'idéal en matière de qualité sonore, mais vous allez voir, ses conseils sont précieux. Bon, alors il est 4h30, j'ai reçu un message de Tiffany sur WhatsApp me disant qu'elle allait m'appeler, donc je crois que c'est elle. Bonjour Tiffany, ça va ? Bonjour Guillaume, ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va super, je suis très content de t'avoir pour cette consultation parce que j'ai énormément de questions à te poser suite à quelques résolutions que j'ai prises pour la nouvelle année, mais je vais t'en dire un petit peu plus. Du coup, comment tu veux que je commence ? Je te parle un petit peu de mon projet ? Ouais, ça m'intéresse. Alors en fait, tout simplement, donc je vais me lancer sur marathon cette année et j'ai fait le choix pendant les 12 semaines de ma prépa marathon de me passer de protéines animales. C'est-à-dire que je vais devenir végétarien pendant 93 jours précisément. Voilà, l'idée c'est de mesurer un petit peu les effets positifs et négatifs sur mes performances, sur ma récupération, sur ma qualité de vie aussi et sur la prévention au niveau des blessures parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce nouveau régime et je pense que toi tu es aux premières loges aussi en tant que diététicienne. Les patients à mon avis doivent beaucoup aussi t'interroger sur cette question-là. Et j'ai envie de te poser une première question, c'est est-ce que déjà selon toi quelqu'un qui fait du sport et qui fait beaucoup de sport peut être végétarien ? C'est vrai qu'il faut un petit peu comparer la théorie à la pratique. En soi, en théorie, on peut tout à fait devenir végétarien, même quand on est sportif, puisque le régime végétarien, je le rappelle, c'est sans viande, sans poisson, mais il y a toujours les œufs, les produits laitiers, donc le lait, les yaourts, fromage, etc. Et donc c'est vrai que sur certains nutriments, le fait de manger végétarien, ça ne met pas en carence. Après, le tout est de savoir bien remplacer ce que l'on supprime de son alimentation, hein, ne pas se dire juste je supprime et je ne remplace par rien d'autre, et puis de se faire entourer par une équipe médicale et paramédicale, médecins, diététiciennes, voire d'autres professionnels de santé, pour bien faire les choses et pour ne pas se retrouver après en mauvais état plusieurs mois ou années plus tard. Bon, c'est exactement ce que je suis en train de faire en me tournant vers des professionnels. Du coup, je sais pas, comment est-ce que tu veux qu'on procède ? Moi, ce que je vais faire, c'est que pendant plusieurs dizaines de minutes, on va échanger sur tes habitudes, sur tes antécédents, sur comment ça s'est déroulé aussi depuis une petite dizaine de jours, puisqu'on se voit juste après le début de ta prépa et de ta transition végétarienne, répondre à tes questions envers certaines carences potentielles et voir en fonction aussi de ta charge d'entraînement et de ton état de santé actuel ce que l'on va mettre en place. Ça me va très bien. Donc je vais commencer tout bêtement par te demander un petit
peu déjà comment ça s'est passé depuis début janvier, à quel moment précis tu as commencé ta prépa et à quel moment tu as décidé de switcher de régime. Alors, j'ai commencé donc mon régime végétarien vendredi 3 janvier, il me semble, donc 93 jours avant le marathon de Paris, donc qui a lieu le 5 avril. Le dimanche, ouais. Exactement. Et ben écoute, pour l'instant, ça se passe très très bien. Voilà, je me sens en pleine forme. J'ai pas de fatigue, j'ai pas de manque non plus au niveau psychologique, parce que c'est ça qui m'inquiétait, c'est de me poser la question, est-ce que finalement la viande va me manquer? Pour l'instant, c'est très positif. Mais bon, c'est sûr que ça a changé mes habitudes et mes repas, notamment le temps que je passe pour cuisiner. Je passe Ouais. énormément plus de temps pour cuisiner, pour faire les courses, pour acheter mes produits aussi. J'ai facilement augmenté de 50% le temps que j'allouais à ça, à toutes ces tâches ménagères. Je les ai doublés, quoi, le temps. Sinon, globalement, c'est que du positif. Ok. Est-ce que tu as des antécédents médicaux particuliers, des problèmes de santé, même résolus, hein, mais est-ce que tu as déjà eu des soucis de santé? Non, pas du tout. Pas de soucis de santé. J'ai fait des prises de sang régulières parce que je suis sportif. J'ai pas de Ouais. carence. Donc pas de carence en fer? Non, pas de carence en fer. Non. Pas de troubles digestifs particuliers qui pourraient engendrer des malabsorptions? Non. Non plus. Ok. T'as pas remarqué de différence sur ta digestion depuis une bonne semaine? Non, de ce côté-là, ça va. Ouais, parce que alors à part si on mange beaucoup d'œufs, beaucoup de fromage, le fait de passer végétarien, on mange aussi un peu plus de légumineuses, un peu plus de fruits, de légumes pour remplir son assiette. Donc comme ça fait beaucoup plus de fibres qu'une alimentation purement carnivore, parfois on peut être un peu ballonné ou un peu gêné, mais voilà, si la transition est douce puisque tu avais déjà une alimentation hyper variée avant, normalement il n'y a pas de souci. Pas d'infection urinaire ou de problème rénal Non, particulier? non, Non. Est-ce que parfois tu ressens des symptômes de déshydratation, des maux de tête, des migraines, des contre-performances? non, du tout. Non. Est-ce que tu as des allergies ou des intolérances alimentaires? Non, du tout. Du tout. Bon, ben, on part sur des bases très saines quand même. Est-ce que tu prends déjà des compléments alimentaires? Alors, non, pas de complément alimentaire. Non. J'avais déjà essayé de prendre un peu de fer en complément alimentaire, mais je ne le supporte pas. Ouais. Ça, tout de suite, Bah, j'étais pas bien, j'étais moins efficace dans mes entraînements. Ça a été vraiment très, tu l'as très. pas essayé? Ouais, t'as essayé de faire une cure de fer quand ça? J'ai essayé de faire une cure de fer l'année dernière où j'avais un petit coup de moins bien. Hum. Et du coup, je sais que les coureurs, on est beaucoup plus sujet à la perte de fer. Donc, il Ouais. faut qu'on consomme plus de fer que les sédentaires. Et du coup, voilà, j'ai voulu un peu m'auto-médicaliser et me prescrire des fers en complément alimentaire. Ça s'est avéré être un échec patent, puisque je l'ai pas du tout supporté au niveau digestion. Voilà, j'ai tout de suite arrêté Ouais. parce que, et c'est l'une des choses qui me fait peur avec le régime végétarien. Parce que du coup, comme je t'ai dit, on a besoin de plus de fer que les sédentaires et que la viande est quand même un apport assez bénéfique en fer et que moi je supportais Hum. bien. Vu que je peux pas le prendre en complément puisque je ne le supporte pas, alors j'avais pris en liquide. D'accord. C'est pas Ouais, mais en forcément. plus, le goût du complément de fer liquide, c'est métallique dans la bouche, en fait. C'est pas Ouais, terrible, ouais, t'as hein. l'impression Ouais. d'avaler une pile. Et ça s'est avéré vraiment voilà inefficace. Donc j'ai des grosses inquiétudes par rapport à ça. C'est comment je Ouais. vais combler le fer. Alors est-ce que je dois manger des lentilles tous les jours? Ça risque d'être compliqué. Euh, Après, voilà. c'est vrai que le fer, alors déjà, avant de s'auto-médiquer hein, par des cures de fer, c'est quand même bien de savoir s'il y a une vraie carence en fer ou pas. Parce qu'un coup de fatigue, ça peut être dû à autre chose qu'un manque de fer. Et le fait d'avoir trop de fer, c'est pas bon non plus. Le fait d'avoir trop de fer, ça intoxique le corps, puisque le fer, c'est quand même un métal voilà, qui peut rouiller et il y a des choses qui peuvent s'oxyder au niveau des organes. Donc, on essaye quand même de ne pas avoir trop de fer. Le besoin en fer, il est de 9 milligrammes par jour pour les hommes ou pour les femmes qui n'ont pas de règles et de 16 milligrammes par jour pour les femmes qui ont des règles. Donc, c'est vrai que l'homme, même très sportif, a quand même des besoins moindres en fer qu'une femme parce que, bah, comme il n'y a pas de règles, il n'y a pas de perte. La perte, elle peut venir en fait, voilà, on va dire d'un entraînement hyper intense ou alors le fait de vivre
en altitude ou pire de s'entraîner en altitude parce que le fer est le minéral qui permet de transporter l'oxygène dans le sang vers les muscles, vers les organes. Donc quand on fait beaucoup de sport, on consomme beaucoup d'oxygène, les muscles ont besoin de beaucoup d'oxygène et donc on consomme beaucoup de fer. Et la carence en fer, elle peut provoquer vraiment des contre-performances, des essoufflements injustifiés juste en montant quelques marches alors qu'on est grand sportif d'habitude, perte de cheveux, le teint très pâle, voilà, on sent vraiment que notre corps est au ralenti et il est très faible. Hein. Là, t'as pas de symptômes particuliers? Pour l'instant, non, mais c'est tôt, mais c'est vraiment ce qui me fait peur. Le fer, il y a deux types de fer, donc le fer héminique, celui qui vient des produits animaux, et le fer non héminique, donc c'est le fer d'origine végétale. Alors même s'il y a des sources de fer végétal qui sont très importantes, très intéressantes, le souci c'est que comme il n'est pas dans une forme absorbable par l'organisme, il y a des petites stratégies à mettre en place et il faut surtout en manger un peu plus. Donc pour compenser, on va dire, le fer d'un morceau de viande, il va falloir que tu manges presque le double de quantité en termes de poids, en lentilles, en quinoa, parce que le fer des graines n'est pas absorbé de la même manière et il a surtout besoin de vitamine C. Donc il faudra associer les légumineuses avec du jus de citron, avec des fruits, avec des crudités, avec du persil pour aider en fait à l'absorption intestinale. D'accord. Et en dehors du quinoa et des lentilles, où est-ce que je peux trouver du fer? Alors le fer, tu en as dans l'œuf. Donc faire attention par contre dans l'œuf à ce que le blanc soit bien cuit parce que le blanc qui est un petit peu baveux est complètement indigeste. Le jaune peut être cru ou cuit, peu importe, mais il faudra que vraiment le blanc soit bien saisi. Tu en as aussi donc dans toutes les légumineuses. Tu en as dans les céréales plutôt complètes parce que le fer se trouve en partie dans l'enveloppe des céréales. Donc tu en auras plus dans les pâtes complètes, dans le riz complet, dans les flocons d'avoine, dans le quinoa. Tu vas en avoir aussi dans le soja, donc dans le tofu, dans le tempeh. Tu vas en avoir aussi dans les graines, comme la graine de chia ou même les amandes, les graines de courge. Voilà. Mais c'est vrai que on va plutôt essayer de se baser sur les légumineuses et les œufs associés à de la vitamine C pour être vraiment sûr que tu aies suffisamment de fer. Quitte à prendre un petit complément, mais moins dosé que celui que tu as pris sous forme liquide, si jamais tu sens que tu as besoin et si sur la prise de sang, tu es un petit peu limite. Ce qui fait que les compléments en fer sont indigestes et provoquent souvent des troubles intestinaux, c'est qu'ils sont extrêmement dosés par rapport à ton besoin quotidien. Ça peut monter jusqu'à 10 fois ton besoin quotidien. Et comme l'excès de fer n'est pas toléré par l'organisme, le corps essaye de l'expulser, de l'éliminer le plus vite possible. Mais si tu prends un complément de fer, peut-être sur une plus longue durée, en parallèle de ton alimentation, qui est beaucoup, beaucoup moins dosé, il sera mieux toléré. D'accord. Mais ça sera par rapport à ta prise de sang. Voilà, là, je te conseille de faire une prise de sang dans pas très longtemps au début de ta prépa. Hein. Ok, c'est prévu. Et donc du coup, les légumineuses, évidemment les épinards, ce genre de choses. Et après, j'associe en mangeant, je sais pas, une clémentine, une orange en dessert avec de la vitamine C, par exemple, pour que ça soit bien assimilé. Ça peut être par exemple de l'avoine le matin avec des kiwis. Ça peut être une salade de lentilles avec du persil frais et puis du jus de citron et puis manger une clémentine en dessert. Ça peut être des carottes râpées avec des œufs et puis tu vas mettre des graines. Enfin voilà, c'est vraiment associer ça à partir du moment où tu as la liste des aliments qui vont t'apporter le plus de fer. Voilà, tu peux après essayer de composer tes menus de la meilleure façon. Le fer, il est par contre moins bien absorbé si tu bois beaucoup de thé. Mais voilà, en prévention, bois plutôt une tisane qu'un thé vert à la fin d'un repas si tu dois boire quelque chose. En plus des carences en fer, est-ce qu'il y a d'autres carences auxquelles je m'expose en étant végétarien? Ouais, alors il peut y avoir une potentielle carence en vitamine B9 qu'on appelle aussi l'acide folique ou les folates.
La B9, elle travaille en fait avec le fer et la vitamine B12 pour voilà, pour renouveler, pour créer les cellules du sang, les globules rouges, donc qui vont après transporter l'oxygène. La vitamine B9, ça peut aussi être dosé sur un bilan sanguin et c'est surtout présent dans les légumes verts foncés, dans le jaune d'œuf, les agrumes, le fromage, les légumineuses, la levure diététique aussi qu'on peut parsemer sur les plats. Donc c'est assez facile de manger pas mal de B9 quand on est végétarien et surtout en hiver parce que vraiment les aliments les plus riches en vitamine B9, ça va être les épinards, les brocolis, les choux, les salades vertes, des choses qu'on trouve facilement en hiver sur les étals de nos supermarchés ou de nos marchés. D'accord. Donc tu as la vitamine B9, tu as aussi la vitamine B12. Si jamais tu ne manges pas assez d'œufs et de produits laitiers, en sachant que la vitamine B12, on va dire que là sur 3 mois de végétarisme, il se peut qu'il y ait vraiment aucune carence, même sans faire trop attention, parce que c'est une vitamine que l'on stocke parfois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Quelqu'un qui passe à un régime beaucoup plus végétal, si 3 semaines avant il mangeait encore pas mal de viande, de poisson, clairement il peut rester encore plusieurs mois sans se complémenter et il n'y aura pas de problème. D'accord. Les stocks peuvent durer longtemps. Après, si tu veux poursuivre ton végétarisme après le marathon de Paris, il faudra peut-être essayer de songer à prendre un complément de façon régulière. Mais pour le moment, si vraiment tu penses que tu as, on va dire, entre 6 et 12 œufs par semaine et puis des produits laitiers tous les jours ou même tous les 2 jours, ça suffira grandement. D'accord. Et comment je peux remplacer les protéines animales ? Les protéines animales, donc, alors tu as tous les substituts à base de soja, donc tu as des protéines de soja texturées que l'on cuisine un petit peu comme de la viande hachée dans des bolognaises, voilà, dans les sauces tomates, dans des lasagnes végétariennes, dans des hachis parmentiers, des légumes farcis, enfin vraiment tous les plats où tu utilises un petit peu de viande hachée. Tu peux avoir du coup le tofu, le tempeh. Je te déconseille d'aller vers tous les substituts végétaux industriels comme les steaks de soja, les fausses nuggets, les fausses saucisses, parce que c'est quand même beaucoup plus gras que protéiné et la liste des ingrédients est souvent pas très clean. Donc rester sur des aliments assez bruts. Tout ce qui est tofu tempeh que tu peux trouver en magasin bio, c'est brut parce que c'est juste assaisonné, mais c'est pas frit. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs, donc ça peut être de bons remplacements. Donc tu as les légumineuses associées aux céréales aussi, donc un petit peu comme tu as vu en cuisine indienne ou en cuisine étrangère où on associe la semoule et le pois chiche, où on associe la lentille et le riz, le haricot rouge et le riz. Tu as aussi forcément les œufs et les produits laitiers. Les produits laitiers, il faut qu'ils soient assez fermes pour être riches en protéines. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de protéines dans du fromage blanc, dans des petits suisses, dans du fromage, dans du yaourt de brebis que dans un yaourt nature traditionnel, quoi. D'accord. Donc, Et je risque pas de voir ma masse musculaire fondre avec de la protéine végétale. alors, si on fait vraiment très attention à respecter, on va dire en termes de quantité, voilà ce que je te donnerais dans le plan alimentaire, au niveau des quantités par rapport à ton poids de corps, il n'y a pas de problème. En général, sur un régime végétarien, j'augmente à peu près de 30% le besoin en protéines pour être sûr qu'il y ait une assimilation parfaite. Voilà, en essayant de trouver des petites stratégies comme on s'est dit tout à l'heure. Le sportif a à peu près besoin, quand il fait de la course à pied, d'1,5 g de protéines par kilo. Sauf que ça, c'est vraiment quand on mange de la viande, du poisson. Quand on mange végétarien, voire végétalien, j'augmente toujours un petit peu pour être sûr d'arriver à ce quota-là en fin de parcours digestif. D'accord. Et d'ailleurs, je te coupe juste 2 secondes. Au niveau du poids, avant que j'oublie, est-ce que
Est-ce que tu as un poids qui est naturellement stable? Est-ce que, enfin, quel poids tu fais aujourd'hui pour qu'après moi je puisse faire mes petits Alors aujourd'hui, je calculs? fais 71 kilos D'accord. pour Pour quelle taille? 1m78. Oh, 1m78. ok. Je suis pas très fin. 71 kilos pour 1m78. Ok. Et donc ça, c'est un poids hyper stable? C'est ton Ouais, poids de ouais, ouais. forme? Ouais. Non, c'est pas mon poids de forme. Je pense que je vais perdre 2-3 kilos avec la prépa marathon. Je vais Ok. m'affûter un peu, mais on va dire voilà, c'est mon poids hors prépa. Ok. Et donc toi, ta crainte, c'est de perdre en masse musculaire. Exactement. Ouais. Alors, parfois y avoir des prises de poids quand on passe végétarien, alors qu'on a l'impression de manger plus sain parce qu'on mange plus de viande grasse, charcuterie et ces choses-là. Mais en fait, le truc, c'est qu'il peut aussi se passer une prise de poids parce qu'on va remplacer la viande et le poisson par du fromage, beaucoup plus gras. Euh, Notamment au restaurant, toutes les alternatives végétariennes au restaurant, le problème c'est qu'elles sont souvent à base de fromage. On va prendre la salade de chèvre chaud, on va prendre la pizza 4 fromages, on va prendre les pâtes à la crème et au fromage, parce que ce sont les seuls choix que l'on a à disposition. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des prises de poids parce qu'on va tout remplacer par du fromage, ou alors tout simplement parce qu'on ne remplace pas du tout. Donc on ne mange pas assez de protéines et la masse musculaire fond au profit de la masse graisseuse qui prend la place. Ça, c'est Donc, un risque. C'est qu'en mangeant du fromage et des œufs, j'explose un peu mon taux de cholestérol. alors, si tu n'as pas de cholestérol déjà de base, c'est pas l'œuf qui va t'en donner. L'avantage de l'œuf, c'est que par exemple, dans le jaune d'œuf, il y a de la lécithine et la lécithine, elle est là pour capturer le cholestérol et l'emporter vers les selles. Donc voilà, même si le jaune d'œuf contient du cholestérol, fort heureusement, on n'absorbe jamais la totalité du cholestérol qu'il contient, parce que sinon, on aurait quand même pas mal de cholestérol vu la teneur. Mais, euh, mais c'est vrai que si tu as déjà du cholestérol, on va essayer peut-être de quantifier les œufs et surtout le fromage, qui sont les deux sources végétariennes avec le beurre aussi de cholestérol. Bon, Pas d'antécédent, ouais, non, t'as pas de cholestérol toi? j'ai pas de Non. cholestérol. Pour l'instant, j'en ai Ouais. pas en tout cas. Mais le cholestérol est important pour construire le muscle, hein. Et pour les hormones aussi, qu'elles soient féminines ou masculines, la testostérone, les oestrogènes, la progestérone. La testostérone chez l'homme, c'est elle qui permet aussi votre construction musculaire. Ouais. Et c'est grâce à la testostérone que les hommes prennent beaucoup plus de masse musculaire que les femmes et beaucoup plus rapidement. Donc c'est vrai que il faut pas bouder le cholestérol et les sources de gras de peur de prendre du poids. Au contraire, euh, mais le fait de manger suffisamment d'œufs et le fait de varier son alimentation, normalement, il y a pas de problème au niveau du poids. D'accord. On le surveillera, mais voilà, si tu sens que tu vas perdre un petit peu de poids avec ta prépa, parce que là, ces derniers temps, tu t'es pas trop dépensé, ou parce que tu vas être, voilà, beaucoup plus réglo sur ton alimentation, bon, c'est naturel, hein. Souvent, il y a 2-3 kilos qui s'en vont lors de la prépa et qui reviennent juste après, mais faudra pas que ça descende bien beaucoup plus en dessous, hein. D'accord. Ouais. Mm. Petite question que je me pose, tu sais, ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps en tout cas de cuisiner végétarien, parce que si tu Ouais. te réfugies pas sur les produits transformés, bah, tu des produits bruts. Alors c'est un vrai plaisir parce que ça colore l'assiette et c'est vrai que les Ouais. saveurs sont dupliquées. Néanmoins, ça prend quand même beaucoup de temps et quelquefois avec les entraînements et journées de travail, c'est vrai que je peux manquer de temps. En tout cas, je peux ne pas prioriser ce temps-là pour faire la cuisine. Est-ce Ouais. que des alternatives, on va dire, bon, qui sont pas quotidiennes, mais qui peuvent être des solutions alternatives quelques fois dans la semaine, comme les légumes surgelés ou les légumes en conserve, Ouais. est-ce que ça peut être intéressant ou voilà, je dois plutôt les éviter au maximum? C'est quoi ton avis sur ça? Bah, en fait, il y a 3 catégories de produits et moi je les classerais de cette façon-là, c'est-à-dire d'abord utiliser le frais, ensuite utiliser les surgelés, puis les conserves. En fait, les légumes frais, ils vont être super intéressants s'ils sont vraiment frais. Après, si tu les as laissés vieillir au fond du bac de ton frigo ou s'ils commencent à vraiment tirer la tête, ils ne sont plus très intéressants. À partir du moment où tu cultives, où tu récoltes un légume, bon bah chaque minute il perd des vitamines. Donc c'est vrai que si tu le manges 2 semaines après la récolte,
Il y a plus grand-chose dedans. Alors qu'un légume surgelé, il a été cueilli, il a été récolté, puis lavé, découpé et tout de suite surgelé. Donc quand on consomme des produits surgelés, on décongèle des produits qui sont d'une fraîcheur incroyable par rapport à des légumes frais qu'on aurait laissé vieillir. Donc après, voilà, ça dépend un petit peu de tes habitudes d'achat, de tes fréquences d'achat et il faut que tu saches que il vaut mieux se baser sur du surgelé que sur du frais si tu sens que tu n'arrives pas à gérer tes stocks de frais. La conserve, elle a été, le légume en conserve est déjà cuit, donc il a été cuit par l'industriel, puis mis en bocaux ou en conserve, trempé dans un liquide qui est salé, voire sucré aussi pour les petits pois et les petits pois carottes. Et donc c'est vrai que c'est moins intéressant. Après, ça dépanne, hein. Il vaut mieux manger des légumes en conserve que pas de légumes du tout. Parce qu'il y a quand même les fibres, il y a quand même des minéraux. Mais les vitamines avec cette surcuisson et ce trempage, ont complètement disparu. Et il y a déjà du sel dans la conserve, donc il faut faire attention à ne pas ressaler des légumes en conserve, alors qu'on peut tout à fait saler des légumes frais et des légumes surgelés. D'accord. Bruts. Donc je privilégie les légumes frais, mais je culpabilise pas. Si j'ai pas le temps, je prends des légumes surgelés bio. J'ai pas à culpabiliser pour ça et ça c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que de choisir des légumes bio, ça permet aussi de ne pas éplucher, de conserver la peau et du coup de conserver les fibres, les vitamines, les minéraux, les protéines qui sont à la surface du végétal. Donc ça c'est important. Ce que je conseille moi souvent c'est de faire le marché ou d'aller en grande surface ou en magasin bio le samedi ou le dimanche pour acheter du frais, acheter aussi du surgelé et se dire qu'on utilise le frais, on va dire, du dimanche jusqu'au mercredi et qu'on finit la semaine avec des surgelés. D'accord, intéressant. Ouais. Voilà, comme ça on essaye de conserver le maximum de vitamines et puis on a des légumes quand même qui sont de super qualité pour la fin de semaine. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que je dois faire attention à ma consommation de glucides? Tu parlais du sucre qu'on pouvait rajouter dans les conserves de petits pois carottes. Quand on est sportif, on consomme quand même beaucoup de pâtes et de riz. Est-ce que je risque pas de grossir et comment je dois surveiller cette consommation de glucides? Alors les glucides, on en a extrêmement besoin. C'est le nutriment, le macronutriment qui nous apporte le plus de calories sur la journée et ça doit à peu près représenter 50 à 60% de son apport énergétique total. Donc c'est un nutriment qui est extrêmement important et c'est le carburant de nos cellules, c'est notre source d'énergie principale. C'est avec ça que fonctionnent les neurones, les cellules du cœur, les muscles, et c'est avec tous les glucides que tu vas consommer lors de ta prépa que tu vas pouvoir aussi emmagasiner de l'énergie de stockage à dépenser le jour J. Donc faut pas se dire je mange peu de glucides pour essayer d'aller taper dans les graisses ou quoi. Enfin ça ne fonctionne pas et c'est même dangereux pour nous. Après, c'est vrai que si, par exemple, tu remplaces les sources de protéines animales par des associations légumineuses, céréales en continu, tu vas manger un petit peu trop de glucides en consommant aussi des fruits, des légumes, etc. Donc ça, je ferai les calculs moi-même. Hein, c'est pas à toi de les faire, mais il faudra varier avec des œufs, avec du tofu, avec des produits laitiers, avec d'autres sources de protéines qui ne contiennent pas non plus énormément de glucides en parallèle pour essayer d'avoir un équilibre. Mais avec les entraînements que tu as, et puis du coup, vu le nombre, je suppose qu'il y a des jours où tu t'entraînes 2 fois, les quantités de glucides seront quand même importantes, donc tu seras rassasié, tu seras satisfait, sans risquer de prendre de poids. Tu vas pas avoir besoin de te restreindre sur ce point. Super bonne nouvelle alors. Ok. T'es un gros mangeur de pâtes, de riz, de semoule, de ces choses-là. C'est le carburant du coureur. Donc c'est vrai que depuis tout petit, on nous dit de manger beaucoup de sucre lent. Ouais. Et j'adore ça aussi. Donc. Et c'est vrai que c'est important en fait que ce soit avant un effort ou après un effort. Même si le repas d'avant un effort est important, moi je trouve que celui d'après il l'est encore plus parce que
C'est l'association glucides et protéines qui vont permettre en fait l'anabolisme musculaire, hein, c'est-à-dire la reconstruction, la renaissance de ces cellules musculaires qui ont été détruites à l'effort. La collation que tu peux juste manger avant ou ton petit-déj avant un gros effort, c'est histoire d'avoir de l'énergie immédiate. Mais de toute façon, pendant l'effort, le muscle se détruit forcément. Le tout, c'est de le reconstruire après pour pouvoir enchaîner avec les entraînements du lendemain, etc., etc. Donc, faudra vraiment faire attention à la composition de tes repas post-entraînement et jongler aussi avec ton appétit, parce que est-ce que des fois tu as remarqué, par exemple, que tu avais moins faim ou pas très faim après un entraînement plus ou moins intense? Ouais, j'ai pas du tout faim après un entraînement intense. Ouais, bah c'est le problème que moi j'ai pu rencontrer dans d'autres prises en charge, c'est que les entraînements qui sont hyper tardifs, et c'est souvent le cas dans les rythmes de vie parisiens, mais les entraînements hyper tardifs font que tu rentres chez toi, il est 9h, voire plus, tu prends ta douche, machin, il est facilement 9h30, 10h, t'as pas très faim et tu hésites entre le fait de te forcer à manger ou d'aller te coucher. Sauf que c'est la pire erreur à faire que d'aller te coucher sans manger. Déjà, le sommeil est vraiment pas de bonne qualité et il n'y a pas de récupération, donc peut-être que tu vas te blesser ou peut-être que tu vas avoir des courbatures qui durent beaucoup plus longtemps que d'habitude, ou alors tu seras hyper crevé le lendemain et tu pourras pas redémarrer correctement ta journée, tu auras accumulé du retard. Donc si t'as qu'un seul entraînement tardif, voilà, on essaiera de voir en fonction du coup du repas du soir comment s'organiser, mais c'est vrai qu'il faut pas négliger les repas de récup, hein. Vraiment pas. Ok, Ouais. ok, garde ça en tête. Ouais, ça c'est vrai que les glucides, on les diabolise et en même temps ils sont mis sur un piédestal dans le milieu sportif, sauf certaines personnes, et ça c'est pareil, il faut pas se laisser embarquer par les réseaux sociaux, par ce que l'on voit sur Instagram par exemple, parce que comme on l'a si bien dit, Instagram ce n'est pas la vie, mais il se passe des régimes paléo, je vois aussi passer des régimes low carb et tout ça. Voilà, il faut savoir qu'on ne peut pas compter sur les protéines et sur les graisses pour fournir de l'énergie à long terme, puisque quand on utilise les graisses pour fournir de l'énergie, déjà ça provoque une perte de poids qui n'est pas forcément nécessaire, et c'est surtout que ça acidifie l'organisme. Donc ça peut aussi créer des infections urinaires, des blessures et des très mauvaises sensations corporelles, hein. Donc faut faire gaffe. Ok. Bon j'ai à peu près fait le tour de toutes mes questions. Moi de toute façon j'ai suffisamment d'infos pour tout te mettre au clair et t'envoyer la prise en charge, le plan alimentaire et les premières directives avant qu'on ne se revoie. Est-ce que tu as d'autres questions particulières? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Merci Ouais, beaucoup de pour tous tes rien. précieux conseils. C'était avec plaisir. Bon à très bientôt Guillaume. Clairement, pouvoir bénéficier des conseils et du suivi d'une professionnelle, c'est un vrai plus pour moi. C'est hyper rassurant de se savoir accompagné dans ce défi. Bon, j'attends maintenant mon plan nutritionnel et je compte bien partager tout ça avec vous sur les réseaux sociaux, histoire de vous donner toutes les astuces et les recettes idéales pour répondre aux besoins nutritionnels d'un sportif. Je dois maintenant me concentrer sur l'aspect sportif de mon défi. Pour préparer dans les meilleures conditions mon marathon, j'ai fait appel au meilleur entraîneur de course de fond que je connaisse. Il s'agit de Fred, l'entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme. Et on se connaît très bien avec Fred, hein. Et je sais qu'il a déjà entraîné des athlètes végétariens et même végétaliens. Aucun doute qu'il saura de bons conseils pour m'aider dans ma préparation. Alors si vous voulez ne rien louper du prochain épisode, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à m'écrire une petite évaluation. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. À bientôt! Bonjour, c'est Mathilde de l'équipe ACAST. Cet épisode vous a plu et vous cherchez d'autres podcasts à découvrir? Notre reco de la semaine, c'est Postscriptum, une série de témoignages épistolaires émouvants par Alice Milo et Charlie Dupio. En voici un extrait. Chères urgences. Chère maman voilée. À toi, qui a été violent avec moi durant ces quelques mois. Cher avenir. Cher orgasme.
Postscriptum, c'est un podcast de lettres sonores pour entendre des dialogues inédits sur des sujets de société, des récits intimes avec des points de vue différents. Chère Marie, il y a des choses de mon passé que tu ignores et tes mots m'ont blessée. Postscriptum libère la parole de celui qui parle et suscite l'empathie chez celui qui écoute, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Dans l'équipe, on a adoré. Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur l'appli Acast ou votre appli de podcast préférée pour découvrir Postscriptum. Merci et bonne écoute.